Prendre le pouls, j'ai 3 questions à main levée. Qui travaille déjà avec la buprénorphine naloxone? Ah, c'est la majorité. OK. Qui aimerait l'intégrer à sa pratique? OK. Qui se sent vraiment à l'aise avec la molécule, mais vit des difficultés plus de l'ordre organisationnel? Oh. Bon, j'espère qu'on va vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Fait qu'on a une majorité de gens qui travaillent et qui se sentent à l'aise. Oui. Donc, buprénorphine, naloxone, avant tout, passons-nous le mot. Bon, voici les objectifs. Je crois que vous les avez lus d'emblée. Donc, on situe la place de la buprénorphine. Il faut savoir aussi instaurer le traitement de façon la plus efficiente possible. Identifier les moyens de rendre aussi la buprénorphine plus accessible. C'est ce qu'on va essayer de faire là, dans les prochaines minutes. Parler de ce qu'on fait, nous, à Québec, qu'est-ce qui fait qu'il est efficient, puis donc, nous n'avons pas de conflit d'intérêts. Je ne ferai pas vraiment de pouce avec ce qu'on a vu ce matin. Hein. Ça a été très... moi, en tout cas, personnellement, ça va un peu teinter ma présentation de cet après-midi. Donc, on sait que ce qu'on a appris ce matin, c'est que le Suboxone, ça serait le traitement de premier choix pour donc, le traitement TDO. Avec la crise des opioïdes qu'on vit présentement, oui, il y a tout ça, toutes les molécules qui circulent et les surdoses, mais nous, ce qu'on se rend compte comme cliniciens, c'est que c'est plus une épidémie, en fait, de manque d'accès aux soins. Donc, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, qu'on puisse cogiter, puis qu'on puisse vraiment, de la meilleure façon possible, là, de comment faire pour que nos usagers, nos clients, ceux qui veulent avoir accès au Suboxone, que ça puisse être le plus facile possible. Donc, la buprénorphine a été parsemée d'obstacles au cours des années et qui sont progressivement levés. Moi, quand j'ai commencé ma pratique, il n'y en avait pas de buprénorphine. Donc, depuis 2007 au Québec. Bien longtemps aussi, la RAMQ ne le payait pas. C'était un médicament d'exception. Je me souviens encore du code qu'il fallait inscrire sur la prescription qui fait que si ce n'était pas inscrit, ça coûtait une fortune à nos usagers. Puis maintenant, ben, on le voit, c'est le médicament de première intention. Donc, on voit la belle suite des choses. On pensait aussi longtemps que c'était exclu le Suboxone pour ceux qui avaient des douleurs chroniques, pour les utilisateurs de drogues injectables qui s'injectaient des drogues, qui s'injectent des grosses doses d'opioïdes, alors qu'on va le voir tantôt, c'est pas nécessairement le cas. Les femmes enceintes aussi, bon, on a vu ce matin un peu qu'il y a encore là, faut encore, en fait, faire la commande de Subutex là, pour nos femmes enceintes. Il n'y a pas encore eu d'études cliniques qui montrent ou pas si la naloxone ne peut être tératogène là, pour le bébé. Donc, on continue encore de faire la commande de médicaments d'exception pour faire venir le Subutex. C'est long, c'est ardu, mais ça se fait. L'induction aussi, on veut que ça soit de plus en plus simplifié. Même nous, dans notre équipe, au fil des mois, au fil des années, au fil des mois, on change la façon. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer un peu tantôt. Comment simplifier? Parce que ça a l'air gros, comme le Suboxone à cause du sevrage provoqué et tout ça, mais on va essayer en tout cas de trouver des pistes de solutions. Donc, c'est ça, l'adaptation des services, l'accessibilité. En fait, notre force, nous autres, c'est l'équipe. C'est parler, changer nos approches, changer nos façons de... Donc, c'est ça, rendre les choses les plus accessibles possibles. Mécanismes et propriétés, ben j'aurais pas à m'étendre là-dessus, d'après ce que j'ai compris, à main levée, vous êtes majoritairement à l'aise, mais il y a des affaires quand même que je veux placer, puis des fois, ça nous aide aussi à visualiser comment on peut expliquer à nos patients ou à des collègues certaines choses propres à la Suboxone. Là, on va dire Suboxone, c'est plus simple, là, bon, on s'entend qu'on parle de buprénorphine, naloxone. Fait que la première chose qui est vraiment nécessaire de clarifier, c'est oui, c'est 2 médicaments en un, mais la naloxone, elle est là, je la mets en parenthèse, parce qu'elle est là uniquement pour décourager le mésusage du comprimé. Ça n'a pas d'effet clinique quand la personne prend son comprimé de façon sublinguale comme prévu. Et donc, si on peut régler cet aspect-là tout de suite pour être sûr de ne pas ensuite faire de mauvaises interprétations sur l'espèce de double face de la Suboxone. Il y a des gens qui continuent de penser que c'est la naloxone qui fait qu'il faut être en sevrage pour l'induction. Il y a même beaucoup de gens dans la clientèle qui ont peur de la molécule parce qu'il y a de la naloxone dedans puis qui l'associent à la même naloxone qui est donnée, par exemple, en communauté puis qui est pour les cas de surdose. Fait qu'il faut vraiment déjà départager ça. Fait que donc, le traitement, c'est vraiment la buprénorphine.
Puis, les deux caractéristiques très importantes qui nous permettent aussi de comprendre toute la suite et d'expliquer ça adéquatement aux patients, c'est de 1, l'affinité très forte au récepteur et de 2, l'effet mu partiel, donc l'activité intrinsèque qui est moindre par rapport à d'autres opioïdes. Bon, ici, je pense qu'on peut passer assez rapidement. Juste souligner, bon, on a de plus en plus de génériques là, sur le marché. Il y a du 2 puis du 8 mg qui sont couverts par la RAMQ. Il existe d'autres forces, mais qu'on n'utilise pas parce qu'ils ne sont pas couverts. Moi, j'ai hâte qu'ils nous mettent du 1 mg, personnellement. Les posologies, bon, vous savez, ça peut varier entre 2 puis jusqu'à 32 mg. Le temps de dissolution qui peut être assez long. Des fois, ça a quand même des enjeux importants là, à la pharmacie. Après, OK. Bon, puis l'absence de permis requis, d'ailleurs, comme pour le méthadone maintenant. Fait que ça, c'est la diapo que je trouve la plus déterminante. Puis non, on ne fera pas de la thérapie de groupe. C'est vraiment est déterminante parce que j'ai volontairement pas mis de texte dessus, parce que je trouve que c'est là qu'il faut être attentif et comprendre. Puis si, à partir de là, s'il y a quelque chose encore qui est mal compris, bien, on ne peut pas avancer. Il faudra m'arrêter. Donc, tout l'enjeu de la buprenorphine, en lien avec sa forte affinité au récepteur, mais son activité intrinsèque qui est moindre, ça fait que ça devient une question de place libre, place occupée, les récepteurs. Donc, comment je l'explique à mes patients? Puis je me suis rendu compte que depuis que je l'explique mieux, ben j'ai moins de sevrage provoqué. Parce qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe et donc ils se préparent eux-mêmes beaucoup mieux à l'induction. Puis ils ont plus cette espèce d'impression qu'on exige quelque chose de plate, le sevrage, juste pour être déplaisant, pour punir, pour rendre les choses plus compliquées. Alors, j'explique, si je suis narcodépendante, une dépendance physiologique évidemment, et que mes récepteurs en ce moment sont occupés par des opioïdes X, Y, Z, au moment où je vais prendre mon comprimé de buprenorphine, ça va aller s'installer sur les récepteurs mu. Par affinité très forte, va donc prendre la place et déloger l'autre opioïde, mais par activité intrinsèque plus faible, je vais, moi, sentir le contraste entre les deux et comment ça va se ressentir? Bien, par du sevrage provoqué. Si, à l'inverse, je suis narcodépendante, c'est important, là, parce que quelqu'un qui n'a pas la dépendance physiologique, il n'y a rien de ça qui est vrai. Alors, mes récepteurs sont libres. Bien, c'est sûr que s'ils sont libres, bien, parce que je suis narcodépendante, je suis cliniquement en sevrage. Mes récepteurs sont libres, alors si je prends ma buprenorphine, elle vient s'installer sur les récepteurs, mais elle ne déloge rien d'autre, elle ne déloge pas un autre opioïde, et je pars comme de moins 10 à l'effet opioïde de la buprenorphine qui peut-être est partiel, mais est déjà mieux qu'être à moins 10, donc là, je ressens un soulagement. Fait que si ça va, bien là, on comprend toute la suite. Puis pourquoi on fait l'induction de la façon qu'on l'a fait. Bon, début d'action, 20 à 60 minutes après la dose. Le pic d'action, 1 à 3 heures après la dose. La durée de l'action, bien, c'est proportionnel à la dose. L'effet clinique, évidemment, c'est le soulagement du sevrage et du craving dans la mesure du grand possible. Très bon profil de sécurité, entre autres en lien avec son effet plafond qu'on va voir en image tout à l'heure. Bon, métabolisme hépatique, pas d'ajustement nécessaire en maladie hépatique légère à modérée, puis pas d'ajustement non plus en cas d'insuffisance rénale. Attention au benzo. Ici, on voit l'effet plafond, qui est une grande raison de sa sécurité, en fait. C'est sûrement une image que vous avez déjà vue. On voit la ligne jaune qui illustre que même si on augmente la dose, ben, il arrive un stade où l'effet mu n'augmente plus. Donc, on n'atteint pas le seuil de dépression respiratoire, qui est la ligne pointillée. On ne l'atteint pas, puis on ne le dépasse pas, évidemment. Contrairement aux autres opioïdes complets ou purs, qui sont illustrés par la ligne rose, où on voit que plus on augmente la dose, plus on risque d'atteindre et de dépasser le seuil de dépression respiratoire. Il arrive quoi avec les benzos? C'est que la courbe plafond de la buprenorphine peut être
déplacer en courbe plus opioïde complet si on ajoute des benzos. Et donc, ça peut devenir une courbe qui est moins sécuritaire, qui atteint et dépasse le seuil de dépression respiratoire. Cela dit, puis là, on ne fera peut-être pas ce débat-là aujourd'hui, mais il ne faut pas en tirer de ça que la présence de benzo devrait empêcher l'accès au traitement. Okay? Ici, c'est une diapo peut-être un peu plus, à mon sens, importante. Au début, Marie-Pierre disait qu'on a d'abord eu cette espèce de, je ne sais pas si c'est intuition ou mauvais réflexe, de croire que la clientèle qui avait de la douleur chronique n'était pas tout à fait des bons candidats pour le traitement de Suboxone. Fait qu'au début, quand on a commencé, on disait « Oh, cette personne-là a une douleur chronique, fait qu'on va plus y proposer la méthadone. » Mais qu'est-ce qu'on voit finalement dans la littérature? Bon, d'abord, on sait que la buprenorphine, c'est un activateur, un agoniste des récepteurs mu, c'est aussi un antagoniste des kappa. Ça lui procure une espèce d'effet anti-hyperalgésie. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans la littérature si on va chercher le bassin de population qui a et le diagnostic de toxicomanie et la douleur chronique, non cancéreuse? On voit qu'il y a une bonne réponse à la Suboxone en termes de diminution de la douleur. Et on voit aussi qu'il n'y a pas de différence significative entre la Suboxone et la méthadone. Par contre, si on va chercher juste la population qui a la douleur chronique non cancéreuse, mais sans le diagnostic de toxicomanie ou de TUO, il faudrait que j'enlève mon L, c'est pour lier. Ce qu'on voit chez eux, donc, c'est que l'efficacité de la Suboxone est variable selon les études, mais il n'y a pas d'évidence qu'un autre opioïde soit supérieur. Ça, c'est important de le retenir. Et ce qu'on voit poindre tranquillement dans les évidences, c'est que pour la partie des gens qui sont traités à haute dose d'opioïdes pour la douleur chronique, puis qui ont une mauvaise réponse, qui ont trop d'effets secondaires, ça peut être une avenue intéressante, la Suboxone. Puis on parle de gens qui n'ont pas les critères du DSM-5 pour le TUO. Donc, si on wrap tout ça, rappelons-nous que de plus en plus dans notre clientèle avec le TUO, on a des gens qui ont aussi une douleur chronique non cancéreuse, dans certains cas jusqu'à la moitié de la clientèle, et la Suboxone demeure un traitement de premier choix quand même pour cette clientèle-là. Ce qu'on a fait dans les derniers temps, en fait, moi, comme infirmière, quand je rencontre l'usager la première fois, on s'assoit puis on discute. On fait un counseling assez poussé pour voir qu'est-ce qu'on choisit comme molécule. Là, c'est des termes un peu plus médicaux, mais on a fait une petite présentation maison là, pour adapter à notre clientèle pour qu'ils prennent la meilleure décision possible. En fait, ce matin, dans le plan d'action, on parlait de l'individu, de la primauté de l'individu et tout ça. Fait que ça m'a fait penser à ce qu'on fait avec nos usagers. Vraiment prendre la décision claire et libre et éclairée. Donc, c'est ce qu'un peu je leur présente, là, sans parler de mu puis de tout ça, là, mais vraiment la différence entre les deux molécules. On sait que la buprenorphine est un agoniste mu, Violaine l'a dit tout à l'heure, versus partiel ou complet avec la méthadone. Ça a un effet plafond protecteur, alors que la méthadone, il y a plus de risque de dépression respiratoire. Beaucoup moins d'effets indésirables pour le Suboxone. Ça, c'est pour nos clients. Moi, je pousse beaucoup là-dessus. Alors que méthadone, la plupart, pas la plupart, mais plusieurs ont d'hypogonadisme. On fait attention avec l'électrocardiogramme qu'on passe, l'apnée du sommeil, la sudation et tout ça. Moins d'interaction avec les autres médicaments, alors qu'il y en a plusieurs avec la méthadone. Il y a moins d'impact aussi au niveau de la cognition vigilance. Ça aussi, je leur parle beaucoup aux usagers, c'est vraiment l'effet relaxant que ne procurera pas le Suboxone. Tu me disais tantôt, Dr Marie-Ève Goyer, elle parle tout le temps des mu lovers. Le Suboxone, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas cet effet apaisant-là, l'effet filtre que les opioïdes et la méthadone leur procurent. Fait que ça, il faut qu'il soit assez... je leur en parle pendant le counseling, en fait, mes grands anxieux, on peut l'essayer, le Suboxone. Ça ne donne rien de ne pas l'essayer, mais il y en a plusieurs qu'on fait le transfert vers méthadone là, quand ils se sentent moins bien. Donc, le sevrage, moins difficile avec la buprenorphine, très long avec la méthadone. En début de traitement, ça aussi, c'est un plus pour les usagers. À la place de les voir pendant plusieurs semaines pour augmenter la dose progressivement, dans 24-48 heures, 3 jours, on est capable de trouver la dose thérapeutique.
Une femme aussi qui désire être enceinte, bon, ben c'est sûr que je lui dis qu'il y a moins de risques au niveau du fœtus. Le sevrage d'un bébé qui naît qui a été sous méthadone versus buprenorphine, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus long. Un sevrage néonatal, là, c'est plus intense. Avec la méthadone. Avec la méthadone. Les effets désirables, en fait, de la buprenorphine. Je l'ai dit tantôt, il n'y en a pas des tonnes comme la méthadone. Par contre, le sevrage des opioïdes provoqués lors de l'induction, c'est une grande partie du temps que je passe avec les usagers pour leur dire qu'est-ce qu'on fait concrètement, comment on se prépare pour que ça se passe super bien. Fait qu'effectivement, c'est évitable en les préparant bien. On leur remet un petit document. Bon, mais pour telle substance, tu dois arrêter nombre d'heures. Présente-toi en sevrage. Voilà comment je veux te voir demain quand je vais te partir ton Suboxone. Fait qu'on prend vraiment du temps pour les préparer puis ça les rassure beaucoup. C'est nommé aussi qu'il peut y avoir des céphalées transitoires, mais au fil des semaines, ça se passe. Oui, il peut y avoir des effets secondaires des opioïdes, habituels, mais à intensité moindre. Si la dose d'induction est trop élevée, on le remarque quand on va les chercher dans la salle d'attente une heure après, ben, c'est l'euphorie, peuvent être nauséeux, le myosisme bien sûr, puis un léger ralentissement psychomoteur quand ils sont surdosés en fait. Et puis certains nomment que le goût du Suboxone est pas bon, le citronné, fait que ça peut être un inconfort, mais... Fait que pour la méthode d'induction, fait que je pense que le concept ça a été bien compris là. Fait que donc oui, on doit passer par un état de sevrage clinique avant. Il y a différents contextes pour faire l'induction. C'est sûr que quand on commence, nous autres quand on commençait, on se voyait mal faire ça autrement que dans le cadre standard de l'induction supervisée au bureau, parce qu'en même temps, il fallait se faire la main nous-mêmes, il fallait être capable de bien voir c'est quoi le niveau de sevrage qui est nécessaire pour commencer la Suboxone, puis les quelques cas de sevrage provoqué, on n'a pas eu beaucoup, mais les quelques cas, ben, c'est intéressant d'être là pour accompagner la personne puis apprendre de ça nous-mêmes. Donc, je pense que quand on commence, il faut se donner cette chance-là, mais une fois qu'on bâtit l'expérience, de l'aisance, et si on veut se mettre au bout du jour, il faut vraiment élargir ça. Et il faut étendre les contextes à plusieurs choses, c'est-à-dire, ça peut être à un moment donné fait en pharmacie avec une entente avec le pharmacien, ça peut être directement à la maison avec un kit que le patient amène chez lui, un kit qui inclut des instructions écrites, qui inclut les comprimés, puis qui peut se faire ça finalement vraiment à son rythme. Puis ben il faut étendre ça, on commence à le voir dans les urgences, sur les unités hospitalières, puis autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres idées? Bref, je pense que tant qu'on va trouver des lieux où la personne se trouve, ben il va falloir nous autres qu'on aille bénéficier de cette opportunité-là. J'ai quelque chose à dire par rapport aux urgences hospitalières. Nous, on a, dans la plupart des urgences qu'on a à Québec, il y a des infirmières de liaison du CRD. Puis, quand ils sont demandés en consultation, puis il y a quelqu'un qui est en sevrage aux opioïdes, certaines sont à l'aise d'aller voir l'urgentologue puis dire « Hey, Suboxone, ça serait peut-être le temps ». De plus en plus, ça arrive. Donc, Dr Germain, Dr Dumont reçoivent des appels pour les coacher. Puis, ben, dès la semaine suivante, ils acceptent de faire une prescription pour une semaine. Puis, la semaine suivante, ils ont rendez-vous chez nous pour la prise en charge. Fait que ça, on espère là, que ça débloque encore plus. Là, il manque une diapo parce qu'en fait, ils n'ont pas mis la version qu'on a ajustée. Fait qu'il manque une diapo, mais qui est importante. Là, je vous parlais de la trajectoire standard, qui est l'induction supervisée au bureau. Et je tiens à vous parler des difficultés qu'on a observées liées à cette façon standard de faire les choses. D'abord, vous imaginez facilement que quand on dit à quelqu'un à la première rencontre, ben vous avez le choix entre méthadone qu'on pourrait commencer tout de suite ou Suboxone qui va falloir revenir en état de sevrage. Ben il y en a pour qui déjà, c'est la très bonne raison de dire je vais prendre de la méthadone. Ils peuvent ne pas souhaiter revivre un sevrage parce qu'ils sont traumatisés de tous ceux qu'ils ont vécu avant. Ils peuvent ne pas être en mesure de se déplacer en état de sevrage. Se déplacer pour se rendre au bureau en état de sevrage, est-ce que c'est sécuritaire? On se demande-tu vraiment, concrètement, là, comment il quitte son chez lui pour s'en venir ici? Prends-tu l'autobus? Prends-tu un taxi? Il demande-tu un lift? Pour demander un lift, es-tu obligé de dire à quelqu'un c'est quoi qu'il vit alors qu'il ne voulait pas le dire? Il voulait garder ça secret, confidentiel. Ensuite, ça donnait lieu à
du no-show, c'est-à-dire que le rendez-vous prévu pour l'induction du Suboxone, la personne ne venait pas. Soit parce qu'elle n'a pas été capable de se rendre, soit parce qu'elle s'est dit ben finalement, je ne réussis pas à être en état de sevrage, j'ai reconsommé parce que je n'étais plus capable, fait que ça ne donne rien que j'y aille, parce qu'on va me virer de bord. Ou bien ils peuvent se présenter quand même, mais pas être dans l'état clinique espéré, fait que nous, on se retrouvait à dire, bon, ben on ne peut pas commencer à Suboxone, fait qu'on remet ça une autre fois, un autre déplacement, encore des délais. Il y a tout le temps que ça demande, pas juste aux patients, mais à nous, comme équipe aussi. Et puis, il y a le fait que dans bien des cas, ben, ça a bifurqué vers la méthadone juste parce que c'était trop compliqué de commencer de la Suboxone. Puis, dans le pire des cas, on a perdu de vue des patients, qu'on n'a juste jamais revus après tout ça. Fait que pour toutes ces raisons-là, on est arrivé à l'évidence que là, il y a quoi qui ne marche pas, il faut qu'on adapte, il faut qu'on prenne le patient tel qu'il est, où il est, ce qui peut vouloir dire que dès la première rencontre, même si c'était prévu d'être juste une évaluation, bien, ça se peut qu'on commence la Suboxone tout de suite parce que, ben, coudonc, par hasard, il se présente en sevrage. Ça peut vouloir dire que le jour où il se présente puis qu'on pensait faire l'induction, mais que finalement, il n'est pas en sevrage, bien, à la place, on va tout y expliquer puis il va le faire chez eux. À son rythme. Puis à la pharmacie, c'est une option, mais en même temps, à la pharmacie, c'est pas 24 heures sur 24, puis ça ne tient pas à 100% compte du rythme du patient non plus. Fait que, en gros, il faut être créatif. Il faut être créatif. Je pense qu'à chaque situation, on peut imaginer une solution puis un scénario, puis il faut se donner tous ces scénarios-là à offrir. L'autre chose, c'est que essayons d'éviter de trop exiger des déplacements, puis soyons un petit peu plus ouverts au suivi téléphonique, des fois. Fait que je pense que les questions sont à la fin, mais là, je ne veux pas parler à la place de ma modératrice. C'est ça. Donc, concrètement, quand le jour 1, en fait, le client, le counseling a été fait, il se présente pour son jour 1 de Suboxone. Je vais le chercher à la salle d'attente, évaluation CAO qui est faite, probablement que vous connaissez, withdrawal, opioid, choses. Hein. On espère un score entre 8 et 12, des choses que je vais objectiver, pas j'ai mal au ventre, j'ai des frissons, moi je les vois pas. Là. Donc, objectif évident, le pouls élevé, les grosses pupilles, comme ça d'un bord puis de l'autre. Donc, ça fait mon CAO qui est évident. Moi, je dis, j'appelle le médecin, go, il est prêt, il est mûr. Les signes vitaux et tout ça. Donc, le médecin se joint à nous, bon, peu importe le médecin, la première dose est donnée, de 2 à 8 mg, peu importe l'historique. On le dirige, on a comme une petite salle de repos. Moi, je vais le voir 30 minutes plus tard, puis je lui demande, es-tu pire? Est-ce que c'est pire? Pas êtes-vous pas pire, est-ce que c'est pire? Donc, vous comprenez, est-ce qu'il y a un sevrage provoqué qui a été installé? Donc, si il va mieux, puis il se dit je me sens un peu mieux ou c'est pareil, ben tant mieux, c'est ce que je vais entendre. Une heure après, ben, je refais le CAO, je refais les signes vitaux, et puis une autre rencontre médicale pour établir le plan du prochain 24 heures. On peut leur donner une dose, si vraiment il n'y a aucun changement, une dose subséquente. Puis on leur donne aussi une petite dose pour la maison. Souvent, c'est 2 mg à prendre à leur guise en soirée si les symptômes de sevrage se représentent. Et le lendemain, soit qu'on fait une évaluation téléphonique, ou s'ils habitent pas trop loin, ben c'est sûr qu'on aime ça les voir en vrai, mais bon, si c'est plus difficile, on fait une évaluation téléphonique. Puis ce qu'on demande, c'est est-ce que vous avez été soulagé ou non des malaises de sevrage? Est-ce que aussi ça diminue le craving? Combien d'heures, combien de temps ça a duré? On est parti à 9 heures, 8 mg, j'ai dit 9, 8 mg, combien de temps tu as été confortable avec ça? Donc, on évalue en heures. Est-ce qu'il y a eu présence de consommation? Ça se peut. Une fois que le Suboxone est installé, il y en a qui peuvent consommer, il n'y aura pas de sevrage provoqué. Et puis, est-ce qu'il y a eu des effets indésirables? Au besoin, on augmente la dose, ça peut aller jusqu'à 24 mg la deuxième journée. Puis, au besoin aussi, on réduit s'il y a apparence de surdosage. Et la dose thérapeutique est très souvent atteinte en 3 jours. Il y a aussi différentes façons qu'on peut aider à faire le pont, justement, avant l'induction, surtout chez les gens qui craignent beaucoup cette période-là de sevrage nécessaire, de passage obligé. Fait qu'on peut soit prescrire des opioïdes à courte action. Par exemple, quelqu'un qui fait un transfert de méthadone à Suboxone ou simplement qui part de sa consommation et qui envisage très mal de devoir être en sevrage. Fait qu'on peut faire un pont avec des courtes actions. On peut aussi utiliser... On dit que la désintox d'opioïdes n'est pas recommandée, que le traitement symptomatique, ce n'est plus recommandé par les guidelines, mais ce n'est pas recommandé quand c'est seul. Ici, si c'est utilisé à guise de pont,
En guise de pont, c'est pas la même chose. Fait que donc, les benzoclonidines, INS, etc., ça peut aider à amoindrir un peu. Mais aussi, gardons en tête que des fois, ça peut faire que le chaos est moins impressionnant quand on les voit. Fait qu'il faut tenir compte de ça. D'ailleurs, par rapport au chaos, c'est pas toujours impressionnant. Là. On aime ça avoir des signes objectivables parce que ça nous conforte que le risque de sevrage provoqué est moins important. Mais il y a des fois où on fait des inductions où on est loin de trouver ça impressionnant et objectivable comme méthode de sevrage. Mais à partir du moment où l'échange est franc avec le patient, qu'on sait qu'il comprend, puis qu'il nous dit que sa dernière consommation date d'assez longtemps pour qu'on soit sécure, puis qu'il accepte aussi qu'on ne lui promet pas un risque zéro de sevrage provoqué, bien, on s'est lancé dans des inductions qui ont super bien viré, même si on avait une petite crainte de sevrage provoqué. Je reviens, donc, éventuellement, est-ce qu'on va même pouvoir contourner le besoin de passer par du sevrage opioïde? Ça va être abordé plus demain, là, la notion du microdosage de Suboxone, pour demain. Dernière petite chose, tout ça, par contre, il n'y a pas de recommandation evidence-based, il n'y a pas de littérature qui dit qu'on devrait systématiquement faire une prescription de traitement symptomatique. C'est vraiment du cas par cas. On a deux mises en situation. La première, une induction typique, une femme de 49 ans, douleur chronique non cancéreuse, polyarthrite rhumatoïde, colite ulcéreuse. Elle reçoit une dose d'hydromorphone de son médecin, 12 mg par jour qu'elle prend intraveineux au lieu de Péros, puis elle complète sur le marché noir jusqu'à 18 et 60 mg d'hydromorphe par intraveineux. Donc, dans mon bureau, sa dernière dose d'opiacés, ça fait plus de 24 heures. Elle a pris un hydromorphe 18 intraveineux. Elle est hyper tendue, son pouls est quand même beau. Elle fait pas de fièvre. Le corps qu'on objective, c'est 10. Donc, objectivement, elle est agitée, elle est irritable, elle a eu de la diarrhée juste avant de s'en venir. Elle est mal, là, tu sais, elle est mûre. À 9h10, le docteur vient. À 9h15, le docteur vient. Donc, très rapidement, la dame reçoit un sublingual 8 mg de Suboxone. Elle va à notre salle d'attente. À 10h30, je vais la voir. Elle est nettement mieux. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas à 100%, mais elle est alerte, elle n'est pas somnolente, elle est même jasante et souriante, contrairement à tantôt qui était pas du monde. Puis on la revoit, elle quitte avec 2 comprimés de 2 mg pour sa soirée. Le lendemain, suivi téléphonique avec la dame. Elle a pris ses 2 comprimés de 2 mg. Elle les a pris à 22h la veille. Donc, il y a eu un 12 heures quand même relativement confortable. Ce matin, elle a super bien dormi. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas dormi aussi bien que ça. Elle n'a pas des effets indésirables. Donc, on lui donne 12 mg. Elle a fait son 24 heures avec 12 mg. Donc, on y va avec 12 pour la journée. Et là, le surlendemain, elle vient nous voir, la 3e journée. Elle est agréablement surprise par le traitement. Elle n'a pas consommé, elle a des envies passagères, des cravings, c'est gérable. Puis elle remarque aussi qu'elle a moins de douleur qu'avec l'hydromorphe. Elle n'est pas tout à fait confortable 24 heures, elle se réveille, elle est pressée de prendre son Suboxone. Puis elle a utilisé de l'activant là, pour pallier. Donc on décide d'augmenter de 4 mg de plus, donc pour 16 mg d'IA. 4 mois plus tard, on la voit. Donc, elle prend toujours son Suboxone. On l'a revu entre-temps. Oui, on l'a revu entre-temps, oui. Oui, on a sauté. C'est ça. C'est sain et plein, la Suboxone. Confort parfait, pas d'effet désirable, fonctionne bien. Ses douleurs chroniques ont même diminué par rapport à l'hydromorphe, puis elle est satisfaite. Et elle se prépare tranquillement à une réinsertion, préparer les peaux cassées, tout ça. Tout ça, c'est des histoires... c'est des histoires vraies. Cliniques, vraies. Ouais. Ici, je voulais illustrer, parce qu'on dit que l'induction, on peut la faire quelque part entre 2 et 8 mg, la première dose. Puis je voulais illustrer un exemple de cas où j'y vais plus à petite dose. Fait qu'on a ici un homme de 51 ans qu'on connaissait déjà, qui avait déjà eu un traitement de méthadone, mais pas plus que 20 mg. Fait qu'il n'avait pas eu besoin de plus que ça. Il avait sevré ça progressivement, ça a bien été. Ça fait 9 mois qu'il n'y avait plus de méthadone, mais là, malheureusement, les statistiques jouant contre eux, il est en rechute depuis 3 mois, mais pas des doses très impressionnantes. Il prend 80 mg d'oxycodone aux 2 jours, Péros, ne s'injecte pas du tout, prend ça sur le marché noir, aucune autre substance. Et, oui. Et son médecin de famille, heureusement, par approche de réduction des méfaits, a accepté de lui faire une prescription d'oxycodone activable. Donc, bon, puis, OK.
Le dépistage urinaire, il a eu lieu un peu parce qu'il y avait un doute sur, ben voyons, il est donc ben pas en sevrage. Ouais. En général, moi, je ne recommande pas qu'on fasse un dépistage urinaire au jour 1 d'induction Suboxone parce que ça peut vraiment nous induire en erreur parce que la plupart du temps, ils vont être positifs, même si la personne est en sevrage. Mais bon, ici, c'était négatif. Fait que là, il y avait plusieurs éléments qui me disaient que sa dépendance physiologique n'était pas si forte. Probablement que sa tolérance aux opioïdes n'était pas aussi élevée que ce qu'on est habitué de voir. Il n'était pas en gros sevrage. Fait que tout ça m'a mené à lui commencer à petite dose de 2 mg cette fois-ci. Et 70% mieux, dit-il, 1 heure après 2 mg. Il est allé déjeuner au restaurant pendant la période où normalement il devait se reposer dans un local. Il était très content, puis je lui ai laissé lui aussi 2 comprimés de 2 mg emportés. Et donc le lendemain, ben, il a pris les 2 comprimés de plus qu'on lui avait donné pour emporter, mais là, il se rend compte que c'était peut-être un peu plus que nécessaire. Il est un peu somnolent, un peu étourdi, tellement qu'il n'est pas au travail cette journée-là. Fait que on a un exemple aussi où des fois, c'est vrai qu'on peut se tromper un peu à la hausse, on peut se surdoser un peu. Tu sais, ça arrive. Heureusement, c'est parce qu'on n'est pas dans la dangerosité qu'on voit avec la méthadone de dépression respiratoire. Fait que là, dans son cas, on a conclu que probablement que le 6 qu'il avait eu en tout était de trop, fait qu'on l'a mis à 4 mg. Puis en le revoyant au jour 5, ben, on voyait qu'il était vraiment bien à cette dose-là. L'équilibre était tout à fait satisfaisant. Voici un exemple des trajectoires qu'on adapte de plus en plus. On peut voir ici, là, à gauche-droite, en tout cas en blanc, un peu la trajectoire... pas naturel, là, voyons. Ce qu'on avait mis en place c'est ça, avant de s'adapter. Avant de s'adapter. Donc, la première journée, c'est l'évaluation infirmière nursing TS. Ils reviennent la semaine suivante. Il y a un groupe d'accueil aux 2 semaines, donc qui est obligatoire pour le contrat d'engagement, puis expliquer c'est quoi la vie sous méthadone et Suboxone. Puis après ça, c'est le rendez-vous médical. Donc, ça demande à ce qu'ils se déplacent 3 fois. Le 15 novembre, une jeune femme de 22 ans m'appelle. Donc, moi, je fais le premier screening au téléphone. C'est clairement une dame qui a besoin, qui est dépendante aux opiacés. Donc, elle m'appelle le 15 novembre. Je lui donne un rendez-vous le 21 novembre. En tout cas, à Québec, on est chanceux. On n'a pas beaucoup d'attente. Quelqu'un qui va embarquer sur un traitement, c'est 2-3 semaines d'attente maximum. Donc, elle m'appelle le 15. Je lui donne un rendez-vous TS Nursing le 21. Elle se présente. Je l'évalue nursing, la TS aussi, elle est mal, l'évaluation est difficile, elle est mal parce qu'elle est en sevrage. Donc moi, tout de suite, je suis contente. J'ai dit, on va utiliser cette fenêtre d'opportunité-là, puis go, je vais voir le médecin si elle peut, tu sais, en tout cas, souvent ils disent oui. Donc, il y a une concertation médicale nursing qui se fait, go, on va la partir Suboxone. Le lendemain, on l'évalue au téléphone. Le surlendemain, elle revient nous voir. Puis, regardez, le groupe d'accueil, elle va le faire, mais la semaine suivante. Elle est déjà sous traitement, mais elle va... Tu sais, c'est ça. Faut adapter là, nos trajectoires pour essayer de les prendre quand ils sont là au bon moment. On change l'ordre. Oui. Alors, on est rendu... On approche pas mal la fin. Les ressources pour le prescripteur... la compagnie Suboxone a une formation en ligne qui, j'ai appris hier, qui a été remise à jour récemment, qui existe en anglais puis en français aussi, mais je pense que la mise à jour n'est pas encore traduite en français. Il y a la journée de l'INSPQ, donc qui est en refonte et puis qui se met à jour aussi régulièrement, donc qui est gratuite pour tous les intervenants qui offrent des soins. Il y a la communauté de pratique médicale en dépendance, qui est une communauté des médecins du Québec qui travaillent essentiellement en dépendance, puis ça existe depuis à peu près 3 ans. Là-dessus, on peut être membre si on a une pratique majoritaire en dépendance, mais on peut aussi avoir accès à plusieurs informations sans être membre. Et il y a, entre autres, on parlait de toute la démarche pour obtenir le Subutex, ça c'est juste un exemple que je vous donne, là. Ben, on a mis là-dessus, tu sais, comme une espèce de mode d'emploi pour qu'on puisse s'y retrouver puis que ça soit plus efficient. Fait que c'est plein d'outils. Puis, ben, il y a le CRAN, évidemment, qui est soutien professionnel. Fait que ça fait le tour un petit peu des ressources. Là, je veux revenir à pourquoi le titre qu'on a choisi. Le titre, c'était Suboxone avant tout. Ben avant, il y a plusieurs raisons pour ça. Ça vient avant la méthadone, selon les nouvelles lignes directrices canadiennes.
Si un patient à qui on présente les choix thérapeutiques demeure ambivalent, c'est pas trop, ben ça peut être tentant d'y recommander d'essayer la Suboxone en premier parce que ça va être plus facile de changer pour la méthadone ensuite que de faire l'inverse. L'autre chose, maintenant, il faut vraiment se minder à quand on a quelqu'un qui est en sevrage, puis par exemple qui est à l'urgence ou sur une unité hospitalière, ben il faut penser Suboxone avant de penser, comme on faisait avant, Ativan, clonidine, INS, etc. Fait qu'il faut vraiment mettre la Suboxone en premier plan. Ensuite, il peut être très pertinent dans certains contextes cliniques de commencer de la Suboxone ou de penser à la Suboxone avant d'adresser certaines comorbidités, ou pas nécessairement avant, mais en même temps. Pensons à ça avant d'envoyer des patients en thérapie. Je vois encore des patients qui s'enlignent en thérapie avec un sevrage à frais d'opioïdes. Je pense qu'on a un rôle à jouer dans ça. Aussi, l'exemple qu'on montrait tout à l'heure, puis qui a été dit beaucoup dans l'avant-midi, c'est n'hésitons plus à morceler nos étapes, puis à les virer à l'envers, puis à changer l'ordre, puis finalement, Suboxone, avant d'avoir tout fait nos papiers, l'évaluation complète, ça n'a pas de sens de dire qu'il faut tout faire ça avant de donner accès au traitement. On aura du temps en masse, comme disait le Dr Goyer ce matin, pour faire tout le reste. Donc, le message clé, débuter la buprenorphine naloxone quand la personne est en sevrage opioïde aigu, ce qui n'est pas tout le temps la même chose que de demander à la personne d'être en sevrage opioïde pour débuter la Suboxone. Vous voyez un peu la nuance. Ensuite, avoir plusieurs scénarios d'induction à offrir pour vraiment s'adapter à la personne qu'on a devant nous. Et puis finalement, ben, on parle de Suboxone comme traitement de première ligne. Ben, c'est à nous de faire la place à la Suboxone qui lui revient, en rendant tout ça le plus simple possible. Merci. Voilà.